Bonjour à tous et bienvenue à la fameuse section 1.9 où est-ce qu'on va commencer à parler de vecteurs avec la cinématique vectorielle. Donc deux objectifs dans la section ici. On veut pouvoir exprimer la position, la vitesse et les accélérations sous forme de vecteurs en deux dimensions. Puis ensuite on veut faire la différence entre une forme cartésienne et polaire, toujours en lien avec les vecteurs. Bon, donc allons-y tranquillement, pas vite. De manière générale, jusqu'à présent, on faisait des exercices en une dimension. C'était souvent des déplacements en ligne droite, donc selon un axe X seulement. Donc on avait des vitesses dans l'axe X, puis des accélérations dans l'axe X. Mais la vie, c'est pas juste une dimension, donc ça va arriver qu'on aura des déplacements ou des vitesses dans un plan. Donc par exemple dans un cas où est-ce qu'on est en deux dimensions ou dans l'espace. Dans l'espace, là on est plus près de la vie de tous les jours dans la réalité. On vit en trois dimensions. Et donc ça veut dire qu'il faudra ajuster nos définitions de position, vitesse et accélération pour tenir compte du fait que on peut avoir des deux puis des trois dimensions. Okay? Nous, on va surtout travailler dans les deux dimensions, même si la réalité, c'est trois dimensions. Mais trois dimensions, c'est parce que ça commence à être lourd comme notation. Donc, on va en voir de temps en temps, mais on va se concentrer surtout sur les deux dimensions. Okay? Donc, tout d'abord, faisons un peu la différence entre un scalaire et un vecteur. Jusqu'à présent, on a surtout travaillé avec les scalaires. Le scalaire, c'est quoi? Ça contient essentiellement un chiffre. Ça donne une seule information possible, c'est la grandeur de quelque chose. Par exemple, je me suis déplacé de 4 mètres. Donc ici, mon déplacement, c'est 4 mètres. C'est un chiffre, 4 mètres. Un vecteur, par contre, il va contenir plusieurs informations à la fois. Donc, il va souvent nous donner une idée de la grandeur de quelque chose, mais en même temps, il va nous indiquer la direction. Okay? Puis ça, le vecteur ne se fait pas que en une dimension. Il peut se donner aussi en deux et en trois dimensions. Donc, le vecteur, c'est vraiment une façon plus compacte mathématiquement de donner de l'information avec des chiffres et des directions. Par exemple, je me suis déplacé de 4 mètres vers l'axe des X. Cette phrase-là, en mots, contient autant d'informations que les petits caractères que vous voyez ici. S vecteur égale 4i mètres. Okay? Là, on n'a pas encore vu comment on arrive à cette affaire-là, mais ça, c'est un exemple de vecteur qui contient beaucoup d'informations dans une façon beaucoup plus compacte et mathématiquement d'ailleurs, on écrit mathématiquement quelque chose comme ça, et c'est l'équivalent de toute cette phrase-là. Donc, commençons tout d'abord par le vecteur position. Si on considère un objet dans le plan XY, mon objet il est ici, là. Il y a un petit point qui est là. La position de ce point-là, on peut la donner avec un vecteur. Donc, pour donner la position de cet objet-là, nécessairement, il faudra donner sa coordonnée en X et sa coordonnée en Y. Okay? Et le vecteur position, en deux dimensions, on l'appelle le vecteur R. On met une flèche par-dessus pour dire qu'il s'agit d'un vecteur. Okay? Vecteur R, donc R avec une flèche. Et donc, vous voyez que R avec une flèche, le vecteur position, contient la composante en X, comme je vous ai dit, sa position en X, il est là, et sa position en Y. Okay? Puis ça, ce X-là et ce Y-là, c'est un chiffre. On met un chiffre. Dépendamment de la valeur du X qui est là, on peut le remplacer ici. Puis, dépendamment de la valeur de Y, on peut le remplacer ici. Ensuite, vous voyez qu'il y a deux petites lettres ici. I avec une flèche et J avec une flèche. C'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est ce qu'on appelle des vecteurs unitaires. Les vecteurs unitaires, essentiellement, ce sont des petits vecteurs qui ont une grandeur de 1 et qui pointent dans une direction bien particulière. Comme par exemple, le vecteur unitaire I, il a une grandeur de 1 et il pointe vers l'axe des X. Okay? Le vecteur J, il a une grandeur de 1, il pointe vers l'axe des Y. Même chose avec le vecteur K, grandeur de 1, mais lui, il pointe dans la troisième dimension, la dimension Z. Ce I-là et ce J-là, on ne va jamais les remplacer par des chiffres. Okay? Il faut qu'ils restent là dans l'expression du vecteur. Ils servent à quoi? Essentiellement, ils servent à dire, comme par exemple, si je prends le I qui est là,
il sert à dire que le chiffre qu'on va mettre en avant représente une position en lien avec sa position en X. Et le petit chiffre qu'on va mettre ici à la place du Y, juste avant le J, ben, le J nous sert à dire que le chiffre juste avant lui, c'est sa position en Y, essentiellement. Okay? Donc, si je reviens à mon exemple de tantôt, quand j'ai dit je me suis déplacé de 4 mètres vers l'axe des X, mon S avec une flèche, là, S, c'est le vecteur déplacement. On va le voir tantôt, là. Mais vecteur déplacement est égal à 4i. Voyez-vous, 4i, le i, je l'ai laissé tel quel, puis j'ai mis un chiffre en avant. Donc, je me suis déplacé de 4 mètres vers l'axe des X. Donc, j'ai mis le chiffre 4. Et j'ai mis l'indice i, parce que l'indice i pointe dans la direction des X, comme je vous ai parlé tantôt. Puis ensuite, on termine avec mètre, l'unité. OK? Donc là, maintenant, vous venez de comprendre comment on écrit ça, cette affaire-là. Ça, c'est pour le vecteur position. On va se pratiquer quand même. Je vais faire un exemple ici. Donc, supposons la map de la ville de Montréal vue de haut. Ça ressemble à ça. Puis là, on dit la position initiale est au coin de Saint-Viateur et Saint-Laurent. Donc ici, t égale à 0, on a mis un point. À la position moins 567 en X et 1239 en Y. Donc ça, c'est la position, c'est les coordonnées plutôt du point initial. Et la position finale au coin de Papineau et Rachel. Bon, même chose, on a mis un point, lui aussi, il a ses propres coordonnées. Donc ça, c'est la position finale. Là, ce qu'on veut faire, c'est écrire ces deux positions-là sous forme vectorielle. OK? Donc, bien important de comprendre que quand on dessine un vecteur position, le vecteur position, c'est une flèche, essentiellement. Puis, cette flèche-là, elle commence à l'origine et elle va pointer là où est situé le point. Okay? Donc, par exemple, voyez-vous, R0, ça veut dire position initiale, vecteur. On part de l'origine et on pointe là où est mon point initial. Puis, même chose avec le vecteur position finale, c'est R, flèche, donc position finale. On part de l'origine et on pointe là où est mon point final. Et donc, ces deux vecteurs-là, on les exprime comme ceci. On a commencé avec R0, voyez-vous, moins 567, c'est sa composante en X que j'ai mis ici, suivi du I. N'oublie pas que le I fait référence finalement à l'axe des X. Sa composante en Y, 1239, on la retrouve ici, suivi du J, parce que le J fait référence à sa composante en Y. Oh, pardon. Même logique avec position finale. Sa composante en X, c'est 1197. I, parce qu'on est en X. Moins 465, ça c'est sa coordonnée en Y. On a mis moins 465 en J pour rappeler que le chiffre d'avant fait référence à l'axe des Y. Et notez bien qu'on a mis des signes. Hein, le négatif 567, négatif 465, on les conserve les signes. Toujours important de conserver les signes dans les vecteurs. Maintenant qu'on a deux positions, position initiale, position finale, vous savez ce qu'on peut faire avec ça? Ben, trouver un déplacement. Hein? Le déplacement, c'est la position finale moins la position initiale. Ça peut s'écrire aussi delta R. Okay? Un peu comme on l'avait appris là, au début de la session avec delta X. Hein? Delta X, c'était position finale moins initiale. Bon, ben là, c'est la même chose, mais on l'écrit en vecteur. Donc, delta R, c'est la variation de position, donc position finale moins position initiale. On l'écrit aussi S avec une flèche. Ça veut dire la même chose. Okay? Delta R flèche ou S flèche, c'est la même chose. Les deux font référence au déplacement vectoriel. Okay? Donc, déplacement en 2 dimensions ou en 3 dimensions dans certains cas, mais comme je vous ai mentionné, on va rester en 2 dimensions. Quel est le vecteur qui représente le déplacement entre la position initiale et la position finale de l'exemple précédent? Donc, je vous mets un schéma. Voyez, notre position initiale était là, notre position finale est là. Pour représenter le déplacement, là, il faudra une flèche, un vecteur, qui commence au point là où on avait notre point initial et qui pointe vers notre position finale. Donc ça, cette grande flèche-là, c'est mon vecteur déplacement. Okay? Et donc, ce vecteur déplacement-là, on peut le calculer. C'est la différence entre mes deux vecteurs position. Donc, là, ici, on s'apprête à faire une soustraction de vecteurs. C'est
peut-être nouveau pour vous, mais je vais y aller tranquillement pour que vous voyez comment ça fonctionne. Okay? Donc, on a dit que le déplacement, c'est position finale moins initiale. Donc, la position finale, on écrit le vecteur. 1197i moins 465j. Ça, c'est exactement le vecteur qu'on a vu dans la diapo avant, là. Position finale. Moins, donc j'écris moins, position initiale. Et là, la position initiale, je vais le mettre entre parenthèses. Pourquoi c'est important de le mettre en parenthèse? Bien, c'est parce que la soustraction, le signe négatif, il va se distribuer à chacune des deux composantes de ma position initiale. Okay? C'est pour ça la parenthèse, c'est pour mettre en évidence ça, justement. Okay? Bon, donc ça, on a tout simplement juste retranscrit l'équation qui est là en remplaçant nos vecteurs par ce qu'il faut. Maintenant, quand on fait une addition ou une soustraction de vecteurs, c'est bien important qu'il faut additionner les i avec les i et additionner les j avec les j. OK? Ça veut dire, si je commence avec les i, par exemple, 1197i moins 567i. Moins devient positif, donc ça revient à faire 1197i plus 567i. Quand on fait ça, ça donne 1764i. Donc voyez-vous, l'opération addition ou soustraction s'effectue les i avec les i séparément. Puis ensuite, on fait la même chose avec les j. Donc les j, moins 465j, moins, qui se distribue ici, donc moins 1239j. Ça, moins ça donne moins 1704j. Ensuite, on met tout ça entre parenthèses et on termine avec l'unité. Donc, mon déplacement dans mon exemple précédent, c'est 1764 déplacé en x, moins 1704 déplacement en y, j mètres. OK? Donc, c'est comme ça qu'on fait. Donc là, le déplacement, on peut l'écrire aussi comme étant la somme de delta x en i et delta y en j. Hein, parce que c'est exactement ce qu'on a fait ici, là. Ici, on a pris position finale en x, puis on a soustrait position initiale en x. Donc le résultat ici, c'est delta x finalement. Le 1764, c'est delta x. Puis on a fait la même chose en y. Le moins 465, moins 1239, dans le fond, on a pris y final, moins y initial. Ça a donné moins 1704, mais ça ici, dans le fond, c'est delta y. Okay? C'est pour ça qu'on peut réécrire le déplacement comme étant la somme de delta x en i plus delta y en j. Okay? Donc, graphiquement, vous l'avez ici, hein, mon déplacement S, ben, il a un déplacement horizontal, puis il a un déplacement vertical. Donc, ça forme un triangle, et ce triangle-là, c'est important pour comprendre que si je veux trouver la grandeur d'un vecteur, ou le module d'un vecteur, ou la norme d'un vecteur, vous voyez, les trois mots que j'ai utilisés, là, c'est des synonymes. OK? Module, grandeur ou norme de vecteur, ça veut tout dire la même chose. OK? C'est finalement la grandeur de ma droite qui est ici, là. C'est la norme du vecteur. OK? Puis, pour trouver la norme, par exemple, je vais le faire pour le vecteur déplacement parce qu'on l'a sous les yeux, là. Mon vecteur déplacement, voyez-vous, on est d'accord que c'est un triangle rectangle, cette affaire-là. Là. Delta x puis delta y, ça, c'est perpendiculaire. Donc, il y a un angle droit ici. Donc, ce triangle-là, c'est un triangle rectangle. Ça veut dire que si je veux trouver la grandeur de mon déplacement S, je peux le faire avec Pythagore. Hein, Pythagore qui dit base du triangle au carré plus hauteur du triangle au carré doit être égale à l'hypoténuse du triangle au carré. Autrement dit, si j'isole tout simplement la grandeur de l'hypoténuse, mais ça va être racine carrée de delta x au carré plus delta y au carré. Okay? C'est ce qu'on voyez-vous, il est ici. Là. Racine de delta x carré plus delta y carré. Autre chose. Voyez comment on a écrit la norme du vecteur déplacement mathématiquement. On a écrit S pas de flèche ou bien S avec une flèche à l'intérieur de barre double. Ça et ça, c'est la même chose. Okay? Ces deux choses-là, mathématiquement parlant, encore une fois, ça fait référence
au module grandeur norme. Dépendamment du livre qu'on utilise, parfois on va voir S pas de flèche pour faire référence à la grandeur. Des fois on va voir S flèche avec les barres comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que si vous écrivez S flèche, ça ici, ça fait référence au vecteur. Ça ici, pas de flèche, ça fait référence à la grandeur du vecteur. Donc là, à partir de maintenant, il faudra bien faire attention à la notation que vous allez utiliser quand vous faites des exercices puis quand vous me donnez des réponses. Okay? Donc, je reviens sur mon histoire de Pythagore. Moi, je veux trouver la grandeur de mon déplacement ici. Donc, on fait ceci, racine carrée delta x carré plus delta y carré. On remplace delta x et delta y par les valeurs que j'ai trouvées à la diapo juste avant. C'est-à-dire ça ici. Okay? Donc, ça au carré plus ça au carré. Ça me donne 2453 mètres. Ça, c'est la grandeur de ma flèche qui est là. C'est la grandeur de mon hypoténuse. C'est le module de mon vecteur. Je peux faire la même chose avec mes vecteurs position. OK? Donc, même logique. R0, pas de flèche, ou bien R0 avec une flèche à l'intérieur de 2 barres. Ça veut dire grandeur du vecteur R0. Et là, même chose, il va falloir que j'utilise Pythagore. On s'en va voir. Voyez-vous, mon vecteur R0, on le voit ici, là. R0. R0, si je regarde sa composante en X, c'est une grandeur de 567. Et sa composante en Y, c'est une grandeur de 1239. Donc, si je veux trouver l'hypoténuse, qui est la grandeur de ma flèche R0, ben, on fait base au carré plus hauteur au carré, puis on prend le résultat en racine carrée. Donc, c'est ce qu'on voit ici. OK? Ça au carré plus ça au carré, je prends la racine. Ça donne la grandeur de mon vecteur position initiale. Même chose avec vecteur position finale. OK? Donc, sa composante en x au carré plus sa composante en y au carré, je prends la racine, ça me donne ceci. OK? Donc, ça, c'est la façon de faire pour trouver la grandeur d'un vecteur. C'est essentiellement faire Pythagore. Mais ce qui est certain, c'est que ceci qu'on voit ici en bas, là, ça, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que S avec une flèche, c'est égal à R flèche moins R0 flèche. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est pas vrai. S flèche entre 2 barres n'est pas égal à R flèche entre 2 barres moins R. OK? Donc, c'est quoi la différence entre ça? Oh, pardon. C'est quoi la différence entre ça et ça? Ben, c'est la notation et la signification. Ça, ici, on fait une soustraction de vecteurs, ce qui est correct, c'est vrai. Ça, ici, on fait une soustraction de grandeur de vecteurs. Quand on met les doubles barres, ça veut dire grandeur de... Mais la soustraction des grandeurs des vecteurs de position n'est pas égale à la grandeur du déplacement. Très important. Ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Ne faites pas cette erreur-là parce que malheureusement, ça ne marche pas. OK? Bon. Maintenant, quand on parle de forme cartésienne et forme polaire de vecteurs, dans le fond, c'est deux façons différentes d'écrire un vecteur, mais pourtant, le vecteur va valoir la même chose. Okay? C'est essentiellement deux langages différents pour parler d'un vecteur. Quand on exprime un vecteur à l'aide de ses composantes et des vecteurs unitaires I, J et K quelquefois, on dit que le vecteur est exprimé selon la notation cartésienne. Donc, ce que je vous ai présenté, moi, à chaque fois qu'on avait des I et des J, ça ici, par exemple, ça, là, c'est une notation cartésienne, parce qu'on utilise I et J. L'autre notation, on l'appelle la forme polaire. Et la forme polaire, on l'exprime en donnant son module et son orientation. Autrement dit, on exprime le vecteur avec la grandeur du vecteur et l'orientation du vecteur. Ça veut dire dans quelle direction ou, si on veut, selon quel angle est-ce que ce vecteur-là va pointer. Donc, mathématiquement parlant, vous avez probablement déjà vu le cercle trigonométrique. Et donc, par convention, quand on mesure des angles dans le cercle trigonométrique, on commence à partir de la partie positive de l'axe des X et on tourne comme ceci en sens anti-horaire. Hein? Puis c'est comme ça qu'on mesure des angles θ. OK? Bon. Faisons un exemple de ça, parce que là, ça fait beaucoup de blabla, puis un exemple, ça va nous aider à consolider tout ça. Donc, on a un vecteur ici, position égale à moins 3i plus 4j mètres. Ça, c'est un vecteur position en notation cartésienne, parce qu'il y a des i et des j.
Mais là, l'exercice, c'est d'exprimer ce vecteur-là en forme polaire. Donc, dans le fond, on nous demande une conversion. On a une forme cartésienne et on veut le transformer en forme polaire. Donc, première étape qui va nous aider à faciliter la compréhension, ça va être de se dessiner, représenter graphiquement ce vecteur-là. Donc, ce vecteur-là, il représente une position qui a une coordonnée moins 3 en x. Voyez-vous, moins 3 en x, et une coordonnée 4 en y. Donc, 4 en y. Voilà. Donc, notre point est là, et le vecteur position R, c'est le vecteur qui part de l'origine et qui pointe là où est situé notre point. Donc, ça, c'est notre vecteur. On veut transformer ça sous forme polaire. Une forme polaire, ça donne deux informations. Ça donne la grandeur du vecteur et ça donne son inclinaison, son angle. Donc, on veut déterminer l'angle θ qui est là, puis on veut déterminer aussi la grandeur de la flèche qui est là. Pour déterminer la grandeur de la flèche, bien, on va utiliser Pythagore, parce que je sais que... Attendez, je vais écrire un peu, ce ne sera pas très beau, mais je vais écrire directement sur la diapo, là. On sait que ma composante en x de ce point-là, hein, on sait qu'on est à moins 3. C'est écrit dans le vecteur ici. Donc ça veut dire que cette grandeur-là, que je fais en rouge, ça a une grandeur de 3. OK? Donc, dans le fond, je fais ça parce que je veux vous montrer que ça donne toujours des triangles, les vecteurs. OK? Donc, composante en x de 3, mais ça fait aussi que la hauteur de mon point, si je la dessine... Oh, pardon. Si je dessine la hauteur de mon point comme ceci, on s'imagine que cette ligne-là, elle est droite. OK? Donc, on a une hauteur égale à sa composante en y. Donc, on a une hauteur de 4. Donc, voyez-vous que je viens de dessiner un triangle, dans le fond. Et ce triangle-là, il a une base de 3, il a une hauteur de 4, et la longueur de ma flèche correspond à l'hypoténuse de mon triangle. Okay? Donc, pour trouver la grandeur du vecteur, on va utiliser Pythagore. Pythagore, ben, c'est tout simplement base au carré plus hauteur au carré. On prend la racine carrée de ce résultat. Voilà, ça me donne 5. Okay? Donc, première chose de fait, j'ai trouvé la grandeur du vecteur R. Voyez là mon vecteur R et j'ai pas mis de flèche au-dessus. Si j'ai pas mis de flèche au-dessus, ça veut dire que je m'apprête à donner la grandeur du vecteur. Puis c'est correct, c'est ce que j'ai fait. 5 mètres. Ensuite, j'ai aussi besoin de l'angle θ qui est là. L'angle θ qui est là, je peux le déterminer en faisant de la trigonométrie, donc soit avec un sinus, un cosinus ou un tangente. Moi, j'aime bien utiliser tangente parce que je trouve que ça se fait assez facilement, assez rapidement. Donc, on se rappellera du truc là, SOHCAHTOA. Quand on utilise la tangente, ben, une tangente d'un angle θ, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Hein? SOHCAHTOA. TOA, là, ça veut dire tangente est égale à opposé sur adjacent. T-O-A. C'est de là que ça vient. Bon. Et donc, quand je regarde mon schéma ici, on voit mon angle θ est là. Bon. L'angle θ qui est là, il y a deux façons de comprendre c'est quoi le côté adjacent, c'est quoi le côté opposé. Première façon, on pourrait tout simplement reporter, voyez la base de mon triangle de 3 ici, c'est aussi égal à ça ici. Ça ici aussi, ça vaut 3. C'est la même grandeur. Puis, je peux faire la même chose avec la hauteur de 4. La hauteur de 4, elle aussi, on peut la reporter ici. OK? Donc, ça, c'est ma hauteur de 4. Donc, si j'utilise ces deux nouveaux-là, ben, je pense que ça va assez bien pour comprendre que le côté opposé de mon angle θ, c'est 3. Et le côté adjacent de mon angle θ, c'est 4. Donc, c'est ce que je fais ici. Vous voyez, mon côté opposé, c'est ma valeur en x, donc 3. Puis mon côté adjacent, c'est ma valeur en y, qui vaut 4. Puis, on fait attention, on prend toujours ces valeurs-là en valeur absolue. Parce que quand je calcule l'angle, je ne veux pas mettre de négatif, ça risque de mélanger les choses sinon. Donc, je fais arc-tangente de 3 sur 4, c'est ce que je vois. Arc-tangente, là, essentiellement, c'est l'opération inverse de tangente. Hein, on fait ça pour isoler l'angle θ. Sur votre calculatrice, ça se peut que ce soit écrit A-tan, ça veut dire arc-tangente. Ça se peut aussi que ce soit écrit tangente avec un petit exposant moins 1. Okay? Ça veut tout dire la même chose, c'est l'opération inverse de tangente. Donc, quand on fait ça, puis que notre calculatrice est en degrés, bien important, ben, on va obtenir un angle θ de 36,9 degrés. L'autre façon qu'on aurait pu calculer notre angle θ,
sans avoir à reporter là, ce que je viens de vous montrer là, c'est de réaliser que dans le fond, l'angle qui est ici, en haut, là, comme ça, cet angle-là, ça vaut aussi θ. Parce que ces deux angles-là sont opposés par le sommet. Donc, cet angle-là est égal à cet angle-là. Excusez-moi, c'est pas opposé par le sommet, c'est deux angles alternes internes qu'on appelle. Donc, si l'angle que je viens de dessiner en rouge, c'est aussi θ, bien, on retrouve la même chose. Le côté opposé à cet angle-là, c'est 3, puis le côté adjacent, cet angle-là, c'est 4. Donc, ça donne la même chose, on serait arrivé au même résultat. OK? Donc, c'est comme ça qu'on fait. Pour résumer, notre forme cartésienne, notre vecteur, ben, c'est moins 3i plus 4j en mètres. Et sous forme polaire, ben, on dirait r égale à 5 mètres, ça c'est la grandeur du vecteur, à 36,9 degrés à gauche de l'axe des y positifs. OK? Donc, voilà la différence entre les deux formes. Une forme contient les i et les j, l'autre forme contient la grandeur du vecteur et son orientation avec un angle. OK? Ça vous donne un peu l'idée de ce qu'on attend de vous là, en termes de manipulation vectorielle. Ensuite, toute cette logique-là de vecteur, là, on vient de l'appliquer au vecteur position, mais on peut continuer, puis on va l'appliquer à tout le reste qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire notre définition de vitesse en une dimension. Hein, on avait vu delta x sur delta t, puis même chose, notre définition en une dimension de l'accélération, c'était delta vitesse sur delta t. Mais ces définitions-là, je vais conserver les mêmes définitions, mais là, je l'applique dans une définition vectorielle qui est plus large, qui peut inclure là, deux dimensions. Donc, dans ces cas-là, par exemple, vitesse moyenne vectorielle, on va mettre V avec une barre pour dire que c'est vitesse moyenne et avec une flèche par-dessus en plus pour dire que c'est un vecteur. Okay? Donc, le vecteur vitesse, c'est le déplacement vectoriel, donc delta R, divisé par delta T. Même chose avec l'accélération moyenne. Accélération avec une barre, parce que c'est moyen. Avec une flèche, parce que c'est vectoriel. Accélération moyenne vectorielle. C'est la variation de vitesse divisée par l'intervalle de temps. Okay? Donc, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était finalement un sous-groupe, ou si on veut, c'était un cas particulier de la grande définition vectorielle. Okay? On restait à une dimension, en X, mais finalement, cette théorie-là, maintenant on le sait, ben, elle venait des définitions vectorielles. Vitesse vectorielle, accélération vectorielle. On peut faire la même chose pour la vitesse et l'accélération instantanée. Dans ces cas-là, on laisserait tomber la barre au-dessus, hein, parce que là, on sait que la barre veut dire moyen. Donc moi, si je veux la vitesse et l'accélération instantanée, ben, juste vitesse avec une flèche, accélération avec une flèche. Vous vous en souvenez, là, on prend les limites lorsque delta t tend vers 0. Donc, les opérateurs delta deviennent des opérateurs dérivés. Donc, la vitesse instantanée, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Et l'accélération instantanée, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. OK? Et donc, si je mets toutes ces informations-là dans un tableau pour résumer la chose, ben, ça ressemble à ça ici. Donc, à partir de maintenant, notre position, on va le dénoter par R avec une flèche, parce que c'est un vecteur. Notre vitesse, c'est V avec une flèche. Notre accélération, c'est A avec une flèche. Ces vecteurs-là, qu'est-ce qu'ils contiennent? Bien, ils contiennent une position X suivie de I, plus une position en Y suivie de J. Notre vitesse, même chose. Vitesse en X suivie de I, plus vitesse en Y suivie de J. Même chose accélération. Accélération en X suivie de I, plus accélération en Y suivie de J. OK? La grandeur de R s'écrit R, pas de flèche, ou bien avec R avec la flèche et les barres doubles de chaque côté. Même logique avec V, même logique avec A. Et n'oubliez pas que les composantes en X et en Y peuvent toujours avoir un signe négatif. Tant mieux quand c'est positif, mais n'oublions pas que quand c'est négatif, il faut conserver le signe négatif, il faut l'inscrire à l'intérieur du vecteur. OK? Bon. Ça fait beaucoup de choses. Ayez pas peur de retourner en arrière puis de réécouter certaines parties. Si jusqu'à présent c'est clair puis vous vous sentez d'attaque pour un exemple un peu plus costaud, ben c'est ce que je vais vous présenter à l'instant même. Mais avant
Avant de poursuivre, assurez-vous que ce que vous venez de voir, vous l'avez compris. Okay? Parce que si vous ne l'avez pas compris, puis on arrive dans l'exemple 2, là, que je m'apprête à faire, ça risque d'être un petit peu difficile. Okay? C'est un exemple de plus haut niveau, ça, là, ici. Là. Okay? Bon. Donc, ici, c'est encore un exemple où est-ce qu'on va vous demander de convertir des vecteurs. La difficulté ici, c'est qu'on vous donne des vecteurs en coordonnées polaires. Et, comme on l'a vu tantôt, pour faire des manipulations mathématiques sur des vecteurs, il faut qu'on les ait sous forme de coordonnées cartésiennes. Donc, la difficulté, c'est de toujours tout convertir en coordonnées cartésiennes et ensuite faire nos opérations et ensuite, on peut remettre sous forme, polaire. Pardon. Donc, pour bien représenter ça, on fait l'exemple suivant. Béatrice navigue sur un lac. Albert est sur une petite île située à l'origine. Donc, on a notre vue de haut ici, notre système d'axe X, Y. Albert est ici à l'origine sur une petite île. Il détermine que Béatrice est initialement située à 1,3 km de l'île selon l'orientation 70 degrés à l'est du sud. Donc, position initiale de Béatrice, elle est là, à une distance de 1,3 km. Donc ça, c'est la grandeur de la flèche. C'est le module de R0. C'est ce qu'on voit ici. Avec une orientation 70 degrés à l'est du sud. Donc ça, finalement, on est en train de nous donner là, l'angle alpha qu'on voit ici sur le schéma. 70 degrés. Un peu plus tard, elle est située à 1,2 km selon l'orientation 50 degrés au nord de l'est. Donc un peu plus tard, position finale de Béatrice, elle est rendue ici. La grandeur du vecteur position finale, le R, on nous dit c'est 1,2 km, et l'inclinaison de l'angle bêta qu'on voit ici, 50 degrés. La question. On désire déterminer le déplacement de Béatrice sous forme cartésienne et sous forme polaire. Donc on veut les deux, et voyez-vous, le déplacement, on l'a mis sur le graphique, là. Le déplacement, on se souviendra que c'est le vecteur S, qui part de la position initiale et qui pointe vers la position finale. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, on cherche ça, ce vecteur S-là. On le veut sous forme cartésienne et sous forme polaire. Très important, on sait que le déplacement, c'est S qui est égal à position finale moins position initiale. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit tantôt. S, pas de flèche, n'est pas égal à R pas de flèche moins R0. Pas de flèche. Ce qui est vrai, c'est S avec une flèche qui est égal à R avec une flèche moins R0 avec une flèche. Celui-là, c'est vrai. Celui-là, ce n'est pas vrai. OK? Donc ça veut dire que pour résoudre notre problème, on doit tout d'abord exprimer nos deux vecteurs R0 et R sous forme cartésienne. Forme cartésienne, ça veut dire avec les I et les J. Ensuite, quand ça c'est fait, là, on pourra faire la soustraction de R moins R0. OK? Mais pas avant. Donc, cet exemple-là, il peut être assez long parce qu'il y a beaucoup de manipulations mathématiques à faire, mais allons-y tranquillement. Puis encore une fois, n'hésitez pas à prendre des pauses, à reculer la vidéo pour être sûr que vous avez bien compris. Première chose que je vais faire, moi, c'est d'exprimer le vecteur R0 et le vecteur R sous forme cartésienne, comme on nous dit de faire ici. Okay? Donc, on commence par une simple conversion. Alors, on passe en mode tablette. Et là, moi, je vous redessine grossièrement là, le vecteur R0, il pointait quelque part dans cette direction-là, avec une inclinaison alpha de 70 degrés, comme ceci. OK? Bon. Puis on sait, de l'énoncé, on sait que la grandeur de la flèche, c'est 1,3 km. Donc, je vais écrire 1300 mètres. OK? Donc, moi, si je veux transformer ça en coordonnées cartésiennes, on n'oublie pas que j'ai besoin de son déplacement en X et son déplacement en Y. Ou plutôt, excusez-moi, sa position en X et sa position en Y. Donc là, ce que je fais, c'est que je dessine un triangle rectangle qui plus est. Moi, dans le fond, je vais avoir le déplacement, pas le déplacement, la position en X, c'est la composante horizontale de mon triangle. Puis, la position en Y, c'est la composante
verticale de mon triangle. C'est celle-là ici. OK? Donc, il faut que je trouve R0x et R0y. Mais pour faire ça, on peut utiliser de la trigonométrie. Souvenons-nous du truc SOHCAHTOA. Hein? Si j'ai sinus de θ, SOHCAHTOA, donc sinus est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Cos d'un angle θ, c'est égal à adjacent sur l'hypoténuse. Puis tangente de θ, c'est égal à opposé sur adjacent. Ça, là, ce truc-là, si vous ne l'avez pas compris, assurez-vous de l'apprendre parce que ça va revenir souvent, puis c'est le genre de définition trigonométrique qu'il faut connaître là, sur le bout de nos doigts. Okay? Donc ça veut dire que moi, ici, je connais mon hypoténuse. Hein, c'est mon R0. Puis je connais mon angle. Alpha, là, c'est le 70 degrés. Donc, avec ces deux informations-là, je peux venir trouver R0x et R0y. Pour preuve, commençons par trouver R0x. Okay? Pour trouver R0x, je vais utiliser sinus. Pourquoi j'utilise sinus? Eh bien, je connais l'hypoténuse, je connais l'angle, et je cherche le côté opposé à l'angle. Donc, on voit que sinus de l'angle, c'est égal à opposé sur l'hypoténuse. Donc, si je traduis avec mes valeurs que je connais, je vais faire sinus de 70 est égal au côté opposé, ça c'est R0x, divisé par mon hypoténuse, ça c'est 1300. Donc, autrement dit, mon R0x est égal, si j'envoie le 1300 du côté gauche de l'équation, là, c'est égal à 1300 sinus de 70. Voyez-vous? Et je fais le calcul de ça, ça donne 1222 mètres. Voilà, c'est fait pour R0x. On va faire la même chose pour R0y. R0y, on voit que c'est mon côté qui est adjacent à l'angle de 70 et je connais l'hypoténuse, donc je peux utiliser cosinus. Dans ce cas-ci, remarquez bien que j'aurais pu utiliser tangente aussi parce que j'ai quand même juste un seul inconnu qui me reste sur mon triangle. Donc, j'utilise cosinus. Θ égale adjacent sur hypoténuse. Donc, je peux dire cos de 70 égale à R0y sur l'hypoténuse de 1300. Donc, autrement dit, R0y est égal à 1300 cos de 70. Et ça me donne 444,6 mètres. Bon. Là, je vous ai montré au long comment on les a faites à l'aide des cos et des sines. Mais moi, je vous le dis tout de suite, je vais prendre des raccourcis par paresse quand je fais les calculs. Puis vous allez voir, vous aussi, ça va venir instinctivement à un moment donné. Mais à chaque fois qu'on fait, regardez ici, là, à chaque fois qu'on fait une hypoténuse multipliée par sinus d'un angle, comme je fais ici, ça va me donner la grandeur du côté opposé. C'est ce qu'on a fait ici. Je répète, hypoténuse multipliée par sinus, ça me donne le côté opposé. Et à l'inverse, hypoténuse multipliée par cosinus, ça me donne le côté adjacent. Et donc moi, je vais skipper habituellement ce que je vous dessine en rouge, là. D'habitude, je skip cette étape-là, et j'enchaîne tout de suite avec la façon de donner R0x et R0y. OK? Là, je l'ai fait au long, ça c'est la première fois. Je veux que vous compreniez bien d'où que ça vient, mais un coup que vous savez comment faire, ben, on écrit ça en une ligne, ça va beaucoup plus vite, on sauve du temps, puis c'est le niveau mathématique de toute façon qu'on s'attend à ce que vous ayez en ce moment. OK? N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois, ça, si c'est pas clair, là, avec de la pratique, ça va rentrer. Donc là, j'ai trouvé R0x, R0y. Donc, je peux maintenant écrire mon vecteur R0. Vous voyez, là, je mets une flèche. R0 avec une flèche, là, je l'écris sous forme cartésienne. Donc, ça veut dire avec le I et avec le J.
Donc, en X, j'ai 1222 I. Et en Y, j'ai 444,6 J. OK? Là, j'ai laissé de l'espace entre les deux chiffres parce que j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on a besoin de mettre des signes. N'oublie pas, ça prend toujours des signes. Et donc, quand je viens voir mon petit schéma que j'ai fait ici, on n'oublie pas que notre système DAX, là, ça ressemble à ça, notre système DAX, les X positifs pointent vers la droite, puis les Y positifs pointent vers le haut. Mais donc, si je regarde mon R0, là, ma flèche R0, pointe vers les X positifs, parce que mon R0 X pointe vers la droite. Donc, mon R0X dans mon vecteur, je le mets positif. Mais mon R0Y, lui, il pointe vers le bas. Vous voyez? On pointe vers le bas ici, parce qu'on se déplace vers le bas. Donc, mon R0Y, lui, est négatif. Pour ça, j'ai laissé l'espace, j'ai écrit les chiffres, puis ensuite, j'ai pensé aux signes par après. Ça, c'est le genre de choses qu'il faudra que vous pensiez par vous-même aussi, là. Et donc, je mets ça en parenthèse, puis je termine avec des mètres. Très bien. Donc, j'ai fait une première conversion, c'est mon R0. On veut faire une deuxième conversion aussi, parce que si je reviens à mon problème, j'ai R0, ça c'est fait, je l'ai converti. Mais j'ai aussi mon R que je veux convertir. Donc là, même chose, le R, je vais le convertir à l'aide de la trigonométrie. Donc, je dessine très grossièrement le vecteur R. Ça ressemble à ça, comme ça. Le vecteur R, on a dit qu'il a une grandeur de 1200 mètres. Et ce vecteur R-là, bien sûr, il aura une base qui est essentiellement à la position en X. Donc, on va appeler ça Rx. Et il aura une hauteur qui est essentiellement à la position en Y, qu'on va appeler RY. Et on connaît l'angle ici à la base, l'angle bêta du schéma qui vaut 50 degrés. Et là, ce que je veux faire, c'est trouver Rx et RY. Puis là, j'applique tout de suite ce que je vous ai mentionné, c'est-à-dire, je vais skipper par-dessus ce que j'ai encerclé en rouge, puis je vais tout de suite donner la ligne de calcul en une ligne. OK? Donc, pour Rx, voyez-vous, le Rx, c'est le côté adjacent à mon angle de 50 degrés. Donc, pour faire ça, pour le trouver, je prends l'hypoténuse, 1200, et je multiplie par cosinus de 50. Parce que si je reviens voir, mon cosinus, voyez, cosinus est égal à adjacent sur hypoténuse. Donc, c'est comme si j'envoyais mon hypoténuse au dénominateur, là, je l'envoie du côté gauche. OK? Donc, c'est pour ça, ça me donne le côté adjacent égal à l'hypoténuse fois cos de l'angle. OK? Et RY, c'est le côté opposé à l'angle de 50. Donc, on va faire hypoténuse multiplié par sin de 50. Et donc, je fais ces deux calculs-là. Comme vous pouvez voir, ça va beaucoup plus vite. Quand on fait ça d'une ligne, là, on sauve beaucoup de temps. Donc, 771,3 mètres. Et RY, 919,3 mètres. Et donc, maintenant, je peux écrire mon vecteur position finale. Et là, même chose. 771,3, c'est en I. Et 919,3, c'est en J. Quels sont les signes que je dois mettre? Bien là, regardez ma flèche ici, R. On s'en va vers les X positifs, vers la droite. Et on s'en va vers les Y positifs, parce qu'on s'en va vers le haut. Okay? Donc, les deux sont positifs. Positif, positif. Je mets ça en parenthèse. Je termine avec les mètres. Très bien. Maintenant que j'ai mes deux positions sous forme cartésienne, ben là, je peux enfin calculer le déplacement. Ben, je vous rappelle que le but du problème, c'est de trouver le déplacement. OK? Déplacement, c'est S vecteur, c'est égal à R vecteur moins R0 vecteur. Donc, je suis rendu là. Déplacement S, c'est égal à R vecteur moins R0 vecteur. Donc là, je fais une soustraction de vecteurs. Donc, je retranscris mes vecteurs ici. 771,3 I plus 919,3 J moins
Et là, je mets le vecteur entre parenthèses parce qu'on veut que le signe moins se distribue. 1222i moins 444,6j. Voilà. On fait la soustraction, les i avec les i. Donc, si j'utilise un petit code de couleur, là, 771,3i moins 1222i. Si on fait ce calcul-là, on va arriver à moins 450,7i. Ensuite, petit code de couleur pour j. 919,3j moins 444,6. N'oublions pas la distribution du négatif. OK? Donc, moins, ça revient à être un plus. Ça. Donc, ça donne plus 1364J. Je mets tout ça en parenthèse et ça me donne des mètres. OK? Donc, voici une première partie de ma réponse parce qu'on cherchait le déplacement sous forme cartésienne. Donc, ça, c'est sous forme cartésienne, ce que je viens de trouver, parce que je l'ai donné en I et en J. Mais on veut aussi le déplacement sous forme polaire. Donc là, j'ai pas fini. Ça veut dire qu'il faut que je transforme mon déplacement S sous forme cartésienne. Il faut que je le retransforme en forme polaire. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dessiner le vecteur que je viens de trouver. Voyez-vous? Moins 450,7 en I. Ça, c'est un déplacement delta X, comme ceci, qui pointe vers la gauche, hein, parce que c'est négatif, donc vers la gauche. Et c'est un déplacement 1364J qui pointe vers le haut. Comme ceci. Ça, c'est mon delta Y. Donc, mon vecteur total déplacement, ben, c'est de là à là. OK, ça, c'est mon vecteur S. Et quand on cherche un vecteur en forme polaire, c'est parce qu'on cherche la grandeur du vecteur S et son orientation avec un angle. Donc, moi, je vais chercher l'angle θ par rapport à delta X que je vois ici. OK? Donc, la grandeur du vecteur S, voyez-vous, je n'ai pas écrit de flèche. Si je n'écris pas de flèche dessus, ça veut dire que je m'apprête à calculer sa grandeur. Et sa grandeur, ben, c'est Pythagore. Ça va être delta X au carré plus delta Y au carré. Dans le fond, c'est la base du triangle, hauteur du triangle. Donc, on fait 450,7 à la 2 plus 1364 à la 2. Je prends la racine du résultat. Ça me donne un déplacement de 1437 mètres. Ensuite, je cherche θ. Je vais utiliser tangente de θ. Tangente de θ, c'est égal au côté opposé, delta Y, sur adjacent, delta X. Donc, tangente de θ est égal à 1364 divisé par 450,7. Donc, θ, c'est égal à arctangente de ma fraction là, que je viens de décrire. Et ça me donne 71,72 degrés. Et pour être un peu plus précis, on pourrait dire au nord de l'ouest. OK, ça, dans le fond, c'est mon angle θ exprimé en mots là, pour la direction. OK? Donc là, ça met fin à mon problème. Enfin, hein, on a réussi à trouver mon déplacement sous forme cartésienne et mon déplacement sous forme polaire en donnant la grandeur et son orientation. Et voilà donc pour la section 1.9. Je pense que ça en fait assez. Désolé d'avoir dépassé, mais c'est vraiment une section assez importante du chapitre 1. Donc, je me tais. Vous n'avez assez eu. Là-dessus, passez une bonne fin de semaine. À la prochaine.